bienvenue dans la vidéo que certains m'ont demandé à corps et à cri, pas du tout d'ailleurs certains. C'est la vidéo des livres que je vous recommande, des livres lus en 2018, vous avez vu le titre, à vos wishlist, que je vous recommande, que j'ai lu, que j'ai adoré, que j'avais mis dans mon top, mais vraiment j'ai extrait ceux qui sont pour moi les meilleurs. Certains, honnêtement, à part un, que j'ai vu tourner quand même, un peu plus. Il y en a beaucoup que j'ai pas vu tourner. Et il y en a un carrément que je n'ai... Alors, il y en a un où je suis la seule à avoir mis un avis sur Babelio. Et il y en a un autre où il y a très très peu de gens, style on doit être 5-6, depuis qu'il est sorti, donc 2018. Voilà, donc je vous les recommande bien sûr fortement. Alors, le premier, je vous mettrai les inserts là. Le premier, comme ça vous aurez le temps de noter, de regarder la couverture si elle vous plaît pas, machin, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne se décident que sur les couvertures. C'est quand même un peu étonnant. Mais voilà. Je rappelle que l'habit ne fait pas le moine. Alors, le premier, vraiment, c'est dans les eaux troubles de Neil Jordan. C'est paru, je vous dis les maisons d'édition si je me souviens. Mais ça, je sais. C'est chez Joëlle Losfeld, parce que j'aime beaucoup cette éditrice, donc je me souviens de ce qu'elle édite. Elle avait déjà édité le premier, Neil Jordan, que j'avais déjà lu. Alors, Neil Jordan, oui, c'est le réalisateur. Voilà, donc si vous aimez sa façon d'être en tant que réalisateur de films, voilà, je pense que vous aimerez son ambiance, c'est assez étrange, quelquefois. C'est assez... Alors ce livre-là est assez fantastique, assez envoûtant, parce qu'on est dans une ville de pays de l'ex-bloc soviétique, mais on ne sait pas lequel. Au milieu de la ville, il y a une rivière qui coule, qui est assez... C'est un fleuve qui est assez gris, un peu comme la ville. Voilà, et nous avons ce héros, cet anti-héros en vérité, qui louvoie au milieu de tout ça. Vous avez, il est assez, il est jalousie maladive, donc vraiment ça traite un peu de ça, mais au milieu d'un espèce de truc un peu, une pincée de fantastique au milieu. Il a une femme, une fille, et puis il y a une fillette qui disparaît, enfin qui est disparue depuis 10 ans, donc ça, tout ça se mélange. Il voit un psy, il voit des choses, voilà, il imagine, il entraîne vraiment le lecteur dans cette espèce de méandre de ville un peu glauque, mais, transparente, enfin grise, très... on ne sait pas où on est parce que tout se mélange, ce qui s'est passé dans le fleuve, les rapports qu'il a avec sa femme et sa fille, le rapport avec le psy, ses problèmes psychologiques à lui, et tout ça dans cette espèce de chape de plomb qu'on imagine être ce pays ex-soviétique. Voilà. Mais vraiment, le titre Dans les eaux troubles explique vraiment, parce que c'est vraiment un livre envoûtant. Je vais me décaler pour que vous le voyez mieux. C'est vraiment un livre envoûtant, c'est vraiment un livre qui est avec une plume très agréable à lire, traduit évidemment, mais avec soin. Voilà, chez Joël Losfeld, on traduit avec soin, il y a une attention particulière aux textes, aux auteurs, etc. Neil Jordan, Dans les eaux troubles. Franchement, je pense qu'il est assez accessible. Il y a un site qui s'appelle Chasse aux livres, qui est vraiment bien si vous cherchez des livres et avec des comparateurs de prix. Parce que quelquefois, quand vous allez sur des sites, j'en parlerai pour un plus tard, où j'ai carrément fait une dénonciation gentiment, hein, mais j'ai quand même interpellé le site en disant c'est quand même gros ce genre de choses. Voilà. Deuxième, Daniel Croze, oui, je sais, le romancier aveyronais, oui, bah, vous commencez à savoir que Daniel Croze, Antoine Choplin commence, enfin, je vous rabats les oreilles avec, hein, et je vous ai pas sorti Volker Platch. Alors, oui, oh, bah, je fais ce que je peux. Donc, ça s'appelle Lendemain de Libération. Alors, c'est évidemment aux éditions du Rouergue, hein, Daniel Croze, c'est du Rouergue. Est-ce que je les avais... Alors, à l'époque, Joël Losfeld, je l'avais reçu en SP, parce que bon, bref.
je pouvais avec Joël le faire, même si je ne suis pas enfin c'est pas ma cam, vous savez, mais je l'avais fait. Et Rouergue aussi, parce que j'avais déjà lu un Daniel Croze et du coup je les avais rencontrés au salon du livre, moi j'étais en dédicace, ils avaient le stand, j'étais allée leur parler et du coup, voilà. Mais donc en fait on est avec Philippe qui a passé de très très longs mois, années en Allemagne, suite au STO, donc service travail obligatoire, qui n'était pas, qui était en fait en gros de la main-d'œuvre gratos filée par Vichy aux Allemands qui n'en demandaient pas tant. Et donc il y a des jeunes hommes qui sont partis en Allemagne pour travailler. Alors au début, il y a eu des permissions qui a permis à beaucoup de s'échapper, enfin de s'échapper, de ne jamais repartir, donc de se cacher, et d'autres qui malheureusement sont partis au moment où, bah, vite fait, ils ont vu que les permissions c'était plus une échappatoire, et donc certains sont restés très longtemps. Et Philippe, je sais pas parce que mon grand-père a fait le STO, et il s'est échappé, enfin il est revenu, mais il est jamais reparti. Donc je sais comment ça se passait là-bas, il m'a expliqué. Et en fait, Philippe revient dans l'Aveyron, dans son village, et il tombe, après la libération, en plein milieu de l'épuration, à des règlements de compte. Et lui, le mec qui est allé en Allemagne, qui a travaillé pour l'Allemagne, hein, parce que c'était exactement ça, même si c'était pas sa volonté, hein, voilà, va se voir stigmatisé. En plus, il s'aperçoit qu'il a perdu beaucoup d'années de sa vie, enfin beaucoup de mois de sa vie, il a perdu la femme qu'il aimait, il a perdu des amis qui ne lui pardonnent pas, alors qu'ils n'ont pas compris ce que c'était le STO, mais ils lui en veulent à cause de ça. Et bien sûr, tous les problèmes d'insertion qu'il va avoir derrière, parce qu'il n'a pas de diplôme, il n'a pas de qualification, même s'il en a acquis une là-bas, mais il n'en a pas. Et puis il y a ce Roland de STO et sa façon d'essayer de se réintégrer parce que bah, ça n'a pas été des conditions faciles pour beaucoup, que ça a été très compliqué. Il y en a certains qui tombaient dans des endroits où ils étaient particulièrement maltraités. Alors des fois dans des usines où vraiment les conditions étaient apocalyptiques, mais quelquefois dans les fermes où ils étaient affamés par l'habitant, pris vraiment comme des esclaves, etc. Donc psychologiquement c'était compliqué. Et vraiment c'est un très très beau roman parce que ça montre... alors c'est une période qui est connu l'après-guerre, etc. Mais ces gens qui sont revenus du STO à l'issue de la guerre, au milieu des règlements de compte, de l'épuration, de la dénonciation, de dire ah mais moi j'ai jamais collaboré, les Allemands bouh, vilains jamais, alors que c'était les premiers à vendre au marché noir. Voilà, on en a connu. Voilà, donc c'est vraiment un très beau roman. Et puis la plume de Daniel Croze, la nature de l'Aveyron, enfin bref, tout ça. Donc c'est vraiment un très très beau roman. Et puis si vous vous intéressez à cette période d'histoire, il y a des choses qu'il faut savoir et ne pas oublier que l'État français de Vichy, enfin l'État de Vichy, le gouvernement de Vichy a beaucoup aidé volontairement. Hein, oui. Ah bah oui, servez-vous. On a 2-3 personnes là derrière qui servent à rien. Voilà, donc j'aime bien. Alors ensuite, ah oui, non, mais si vous me lancez sur le sujet, je suis pas. En histoire, il y a beaucoup de choses que je peux pardonner, mais il y a une chose que je pardonne pas, c'est véritablement vendre ses propres compatriotes à l'ennemi. Pour cela, le gouvernement de Vichy, Laval, tout ça, c'est jamais passé. D'où les gens qui ont travaillé avec eux. C'est jamais passé, ça passe pas. Je veux dire, à la rigueur, vous êtes un soldat allemand, italien, autrichien, ce que vous voulez, vous vous battez contre l'ennemi. Bon, ben, vous dénoncez, vous arrêtez, vous torturez. C'est pas bien de le faire. On est bien d'accord sur la question. Mais bon, c'est votre pays que vous défendez. Là, c'est pas le pays, ils ont défendu celui d'en face. Bon, super. Autre livret, alors attention. Je l'avais reçu en SP parce que en fait, j'avais couvert un autre livre sur les contes et les légendes du Berry, de cette écrivaine, et j'avais trouvé cette femme formidable. D'ailleurs, j'avais demandé à l'interviewer. Donc, je l'avais eu au téléphone très régulièrement. D'ailleurs, on a été en contact très longtemps, jusqu'à ce qu'elle se retire dans un endroit où, à part le courrier, voilà, donc on entend une carte comme ça. C'est La Tache verte d'Anne Labbé. Alors, je sais, j'en ai parlé 26 millions de fois. Pareil, allez voir La chasse au livre. C'est la raison pour laquelle je l'ai dénoncé la dernière fois. Parce que autant vous pouvez... Si vous le trouvez à plus de 23 € frais compris, c'est du vol.
Parce que le livre faisait 23 € à l'époque. Voilà. Alors, c'est pas un des livres, c'est pas un livre rare, enfin, c'est un livre rare. C'est un livre qui n'est plus édité par. L'éditeur, c'est Alice Liner Édition. Ils ont plein de livres sur le Berry. Si ça vous intéresse, honnêtement, des romans, des contes et légendes, vraiment, ils font des bons petits livres régionaux, vraiment de belles choses. Et en fait, il était vendu 23. Sur un site, il est à 500, presque 600 euros. Il y en a qui le vendent à 23 euros, plus les frais de port qui, limite, si c'est à 15 euros. Mais tu le transportes par comment? Par pigeon voyageur doré ou quoi? Voilà, alors il fait presque 500 pages, donc bon, d'accord, il fait son petit poids, mais enfin bon, voilà. Donc si vous le trouvez, il y est, hein, je l'ai vu dans la chasse aux livres, euh, à plus de 23 euros, vous laissez tomber. C'est pas normal. Ou alors vous négociez le truc si vous arrivez à négocier avec la personne, voilà, mais vous lui dites, enfin, n'exagérez pas. Voilà, donc la tache verte, c'est un bijou, vraiment. Mais vraiment, alors, si vous ne connaissez pas, cette écrivaine, qui est à la fois humaniste et écologiste et qui est en plein de c'est une conteuse, des contes et légendes de Berry. J'ai fait une interview, j'essayerai de vous mettre le lien sur l'interview écrite qu'on avait fait toutes les 2 pour que vous découvriez. Moi, je l'ai suivie sur tout ce qu'elle avait fait, y compris ses tribulations dans une roulotte jusqu'aux Carpates qui s'appelait K1 K qu'elle m'a très gentiment offert. Vraiment, c'est une merveille, quoi. Mais voilà. Et donc, la tache verte, on est en 2150. La Terre a été ravagée par les problèmes climatiques, machin, etc. Et donc, il n'y a plus rien qui subsiste sur Terre, sauf des espèces de tours pyramides, machin, où tout le monde s'est concentré. Les hommes se sont concentrés et à certains étages, vous avez l'agriculture, l'élevage, vous avez bah, tout. Voilà, vous avez les hôpitaux, les machins, les trucs. En fait, une cité qui s'est recréée dans cet univers confirmé. Personne ne sort parce que évidemment, l'air n'est plus respirable, enfin en tous les cas, la vie n'est plus rien, c'est un désert autour, et cetera. Il y a des dangers parce que vous pouvez crever, le ciel, je crois que le soleil il y a plus de couche d'ozone, donc en fait, le moindre truc, c'est la mort. Et ils repéraient à, quelques dizaines de kilomètres, une tache verte. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. C'est une genre c'est une forêt. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a plus de vie sur Terre, donc ils pensent que c'est juste un truc assez étonnant, que c'est survécu. Donc ils ont envoyé depuis des années des biologistes, des releveurs d'informations, machin, etc. Et personne n'est revenu. Donc ils vont renvoyer un jeune étudiant slash chercheur, qui va y aller en se disant, moi j'y vais. Et en fait, il va pénétrer dans cette forêt et il va s'apercevoir, sur quelques kilomètres qu'il fait, qu'il va s'apercevoir qu'il y a de la vie. Et de la vie des humains, des vrais, enfin pas des animaux aussi, mais je veux dire des gens qui ont survécu et qui se sont organisés dans cette forêt pour être le plus proche de la nature et des animaux et vivre selon le rythme des saisons, enfin en tous les cas qu'il n'y a pas trop de saisons, mais enfin le rythme de la vie, le rythme de leur élevage, le rythme de la reproduction des animaux. On ne tue pas 3 animaux si on a besoin d'en manger qu'un, et tant qu'il ne s'est pas reproduit. Voilà, il y a tout un système de survie, entre guillemets, et de vie ordinaire, de ne pas manger plus que ce que l'on doit, de pas contrarier la nature, de voir ce qu'elle nous donne déjà sans lui imposer quelque chose. Et en fait, il va découvrir, Célio, tout ce microcosme, cette société, cette communauté, comment les gens se sont donnés des rôles, c'est-à-dire les gens qui avaient plus de capacité pour soigner, ben, ils soignent en harmonie avec les plantes et machin. Ceux qui étaient plus robustes, ben, ils font des travaux, d'autres, ben, ils sont plus tête, donc ils gèrent la cité comme ils peuvent, enfin la cité, la communauté. Et c'est retour à la vie simple. Il va rencontrer Angéline, qui est une petite fille, qui fait partie de cette communauté. Et vraiment, c'est euh,
nous qui sommes habitués à nos vies, à avoir toujours tout, etc. Là, c'est une espèce de, c'est très poétique comme, elle a une plume très poétique, très, c'est, alors attention, c'est intelligent, vraiment. C'est intelligent, c'est bien réfléchi, c'est dense. Elle voit avec une acuité très, très, très vive la société, l'évolution de la société, l'évolution du monde, notre futur écologique, etc. Elle est très sensibilisée à ça, et pas depuis hier, depuis des décennies, et elle a ajouté dans ce roman d'anticipation, on dirait entre guillemets écologique, mais un roman d'anticipation, tout ce qu'elle sait des contes et des légendes du Berry. Voilà, des soins de ce qu'on voit dans George Sand, par exemple, voilà, le soin des plantes, de croire que si on met cette plante-là, cette pierre à ce moment-là, voilà. Donc c'est vraiment, mais c'est un bijou. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de lire La Tache verte de Anne Labbé, que vous le trouvez, mais allez-y. Si vous aimez ce genre de roman, a fortiori si vous aimez l'anticipation, si vous aimez l'écologie, si pour vous, vous sauvez la planète, c'est idéal, vous avez un guide de survie en milieu hostile. Moi, je l'ai gardé parce que je me suis dit, on sait jamais. Bon, après, je sais faire un potager, j'ai été à la campagne. Alors, le potager, traire les vaches, je sais faire. M'occuper des cochons, je sais faire. M'occuper des poules, des lapins, je sais faire. Je sais faire un potager, je sais faire tous les légumes que vous voulez. Je sais cuisiner les légumes. Bref, je peux vivre en autosuffisance, moi. Perso, je sais faire ça. Ici, je sais faire traire une vache, je sais faire du fromage. Ah bah, vous savez, les vieux, je sais faire la confiture. Et il me manquerait une ruche. Bon, moi, je suis allergique aux abeilles, alors les ruches, voilà. Mais si le voisin veut faire une ruche, pas de problème, mais loin de moi, parce que moi, les abeilles, elles ne m'aiment pas trop. Dès qu'elles me voient, elles font waouh, on va pouvoir la piquer. Tu vas, ah, je vais gonfler, calme-toi. Voilà, donc, mais je les aime. C'est-à-dire, je leur fais jamais de mal. Alors, je ne fais jamais de mal à un animal. Les limaces, j'hésite. Je mets de la cendre autour de mes plantes pour pas qu'elles me bouffent mes trucs, mais je leur fais pas de mal. Sachant que j'ai vu une fois une. Alors, non, ne le faites pas. Ne le faites pas, mais je l'ai vu faire chez les paysans. Ils mettaient du gros sel sur une limace. En l'espace de un quart d'heure, elle est dézinguée. Mais quand je vous dis dézinguée, c'est qu'il n'y a plus rien qui reste. Elle est rongée. Il y a de l'eau qui reste, il n'y a rien. Vous ne trouvez même pas de la bave. Pauvre bête, c'est une torture, pauvre bestiole. Je ne fais pas mal aux animaux. Les araignées, je les mets dans la poubelle, je les mets dans la pelle, je les mets dehors. Non, non, je fais pas de mal. Mais voilà, mais il y a des animaux que j'aime pas, qui m'aiment pas déjà. On est bien d'accord. Mais bon, par contre, je n'aurai aucune pitié pour les frelons, ni les guêpes. Ça, j'ai pas de pitié pour ces bêtes-là. J'en ai une là, machin. Si je peux les crabouiller dans la gueule, je le fais. Hein, mais ça, c'est les seuls trucs que je. Sinon, je touche pas. Mais vraiment, si vous aimez. Je plaisante, hein, mais si vous aimez l'écologie, vous aimez les romans d'anticipation, vous aimez les belles plumes, vous aimez les contes et les légendes, vous aimez le Berry si c'est chez vous, ou pas loin. Si vous aimez une écriture profondément humaine, intelligente, dense, réfléchie, allez-y, La Tache verte d'Anne Labbé. Vous savez, honnêtement, Anne Labbé, ça fait partie de mon truc style Chopin, Croze, machin. C'est des gens que, franchement, ils pourraient écrire n'importe quoi sur n'importe quel sujet, je les lirai. Donc, La Tache verte. Je prône pour La Tache verte. Je pense qu'il y en a qui me suivent, et j'en connais au moins deux, qui l'ont lu, La Tache verte. Donc, dites-nous ce que vous en avez pensé, si j'ai raison de pousser. Et si vous l'avez lu, même en l'ayant trouvé ailleurs, alors peut-être, hein, j'en sais rien. Mais après, je suis la seule sur Babelio qui l'ait lu, et qui fait un retour. Pas beaucoup de gens. Donc, peut-être qu'il est passé complètement inaperçu, c'est très dommage. Autre livre, alors celui-là, je l'ai vu tourner chez beaucoup de gens qui aiment les thrillers, les romans noirs, etc. Ça s'appelle Zone d'anomalie d'Andrei Kokotuka. C'est un auteur ukrainien qui, en fait, n'était pas très, très traduit. Je crois qu'il n'était pratiquement pas traduit en France, à part pour ce roman-là. Il a été traduit, je crois, pour la première fois sur ce roman-là. Alors, on est pas très loin de la catastrophe de Tchernobyl, donc en Ukraine. On est dans un moment assez étrange parce que il va y avoir des disparitions, quelqu'un va venir enquêter, ils vont se retrouver
Ils vont arriver avec des vieilles voitures, vous savez, ces vieilles gigoulis, là, les vieilles. Oh, les trucs, les pots de. C'est même pas un pot de yaourt, c'est faire offense au Fiat. Voilà. Ah bah, les trucs des années enfin, communistes, quoi. Voilà, soviétiques. Et ils arrivent dans cette espèce de village avec une ambiance assez particulière. Il y a des gens qui disparaissent, qui réapparaissent, on ne sait pas où ils sont. Alors c'est un thriller, roman noir, assez... c'est assez étrange. Alors je connais des gens qui ont bien aimé le début, mais qui n'ont pas du tout aimé la fin. Moi, je me suis laissée mais embarquer complètement. Même si maintenant, en y repensant, je sais qu'il y a des faiblesses pour la fin, mais moi j'ai vraiment, j'ai plongé. En fait, je me suis laissée porter par l'imagination qui est un peu brouillonne de l'auteur, mais j'ai vraiment bien aimé. Zone d'anomalie. Après, je sais, pour en avoir parlé avec plein de monde, ça n'a pas été la meilleure lecture de beaucoup, mais comme quoi, vous voyez, de temps en temps, entre deux personnes, vous n'avez pas forcément les mêmes goûts. Moi, je vous le conseille parce que j'avais bien aimé sa plume, j'avais bien aimé sa façon de développer l'histoire qui était un peu à différentes strates. On ne sait jamais à quoi s'attendre, si c'est vrai ou pas. Puis cette ambiance post-Tchernobyl, avec toutes les stress et les possibilités que ça peut offrir, moi j'ai trouvé que c'était pas mal. Voilà. Autre livre, et ça c'est un livre d'histoire pure, alors c'est pas forcément pour les novices, parce qu'il faut quand même avoir un minimum là, on est bien d'accord sur la question, mais ça peut être un livre qui peut vous expliquer qui il est. Alors, je pense que les gens qui me connaissent savent qu'il y a des maréchaux allemands qui sont ma came, et un russe, enfin un soviétique. Enfin, lui fait partie du trio de tête côté allemand, c'est Guderian. Alors, ça s'appelle Guderian, Souvenir d'un soldat, donc de Benoît Lemay, c'est paru chez Perrin à l'époque, donc. C'est vraiment les souvenirs de Guderian. C'est sa version à lui, sa version de ses débuts à toutes les campagnes qu'il a faites, y compris après, etc. Moi, c'est un soldat que j'aime bien, c'est un droit dans ses bottes, enfin bon, habituel quoi. Après, c'est réservé à des. Alors, c'est pas difficile à lire. Par contre, c'est vrai que ça peut être réservé à des intéressés. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas Guderian et que vous en avez un carré, n'allez pas vous taper les souvenirs de Guderian, on est bien d'accord. Mais par contre, si vous aimez cette période, que vous avez entendu parler de Guderian, notamment par moi, en disant «Ah, mais elle a l'air s'exciter la rondelle, l'autre, donc ça doit être pas mal», vous pouvez y aller. Parce que le Benoît Lemay, c'est quand même un historien qui est assez didactique. C'est pas un des historiens les plus. Il y en a certains, enfin, à part des débiles dans mon style, et je parle débiles au pluriel, hein, parce qu'il y en a d'autres, hein, des débiles comme moi, qui se tapent des trucs, des pavasses, à se taper la tête contre les murs, tellement c'est alambiqué, parce qu'il y a 50 millions de mots dans la même phrase, sans virgule, avec des virgules, avec des notes de bas de page qui sont carrément la moitié de la page. Sans compter la bibliographie derrière et les index et les explications des notes de bas de page, vous imaginez bien le terrain. Celui-là, c'est facile. Et il est derrière, d'ailleurs. Il doit être derrière. Il est derrière, je pense. T'es où, chouchou? Que c'est un de mes chéris à moi. Oui, il est derrière, je le vois. Oui, oh bah, on a les séries qu'on peut, hein. Vraiment qu'on peut. Voilà, donc Guderian, si ça vous intéresse, ça peut être intéressant. Attendez, je le tourne à la liste parce que j'ai mis assez gros pour que je vois d'ici, parce que ça, avec les lunettes, alors oui. De près, je vois très bien, de loin, il faut que je sois loin pour voir net. Donc là, écrit en gros, en fait, ils sont en 18 en gros. Voilà, j'ai écrit hyper gros sur ma feuille, donc j'en ai mis que 3 en gros, parce que quelquefois, vraiment, vu où je suis, je les ai mis loin pour bien les voir. BD. Alors, 2 BD. 2 de la même personne, qui est Jean-Yves Delitte. Les 2 sont chez Glénat, les 2 sont très différents. Sachant que j'ai connu Delitte, qui est un peintre officiel de la marine, je l'ai connu par
la série superbe qu'il a fait sur les batailles navales. Si vous aimez les batailles navales et que vous voulez pas vous taper des pavasses, allez acheter ou à la médiathèque, parce qu'il y a beaucoup de médiathèques qui ont de ces BD, les batailles navales. Fabuleuse BT sur les batailles navales. Franchement, c'est vraiment du haut niveau. Il touche sa bille, évidemment, et en plus, c'est un peintre officiel de la marine. Inutile de vous dire qu'il touche sa bille aussi. Voilà. Mais là, on parle pas de celle-là. On parle d'une qui s'appelle U-Boat, donc c'est des sous-marins allemands. On va trouver un sous-marin allemand dans la forêt amazonienne et on va se demander pourquoi il est là, comment, machin, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il atterrisse là. Alors, il y a 3 tomes, 4 tomes, ouh, 4 tomes. Les 3 premiers sont très bons, le dernier, mais vraiment, c'est vraiment la plume, l'histoire est vraiment bien, les couleurs sont belles, c'est bien foutu, c'est bien expliqué, il y a des explications sur les U-boats à la fin, etc. Enfin bref. Donc si vous aimez ce genre BD de historique, de guerre, et en plus si vous aimez les sous-marins, ça fait beaucoup de si vous aimez quand même, hein, parce que je suis pas sûre que tout le monde coche les cases, mais bon, la débile coche les cases. U-Boat, donc de Jean-Yves Delitte, c'est chez Glénat, hein, les deux sont chez Glénat. L'autre, ça s'appelle Les Nouveaux Tsars, toujours de Delitte et chez Glénat. Il y a 4 tomes. Pareil, les 2 premiers sont très bons, le troisième est pas mal, vraiment bien. Quatrième, j'ai un peu été sur ma faim à la fin, c'est le cas de le dire. Ça m'a laissé sur ma faim à la fin. Voilà, mais vraiment, le graphisme est sublime, parce que vraiment, c'est presque du gris, du blanc et du rouge sang. On se doute bien des nouveaux tsars, donc c'est des gens marchands d'armes. Ah ben, on est là. Alors, pour une fille qui a grandi avec Spirou, Tintin, Astérix, Corto Maltese, Black et Mortimer, c'est du grand écart, hein, on est bien d'accord. Mais c'est un scénario très intéressant sur justement la fin de l'URSS, tout ce qui s'est passé après, les ventes d'armes, les mercenaires. C'est très bien foutu. Les nouveaux tsars, ça porte son nom. Les oligarques, etc. C'est très très bien fait. J'ai bien aimé les histoires, les personnages, machin. Il y a un côté un peu irrespirable dans l'histoire et dans le déroulé des BD qui est vraiment bien foutu. Voilà, donc c'est 2 BD, ça peut vous intéresser. Autre roman, on touche. Je crois qu'on finit par une BD. Ah oui, on finit par ma BD de l'année. Je l'avais vue. C'est un roman de Maurice Leblanc. Alors Maurice Leblanc, tout le monde connaît pour Arsène Lupin, on est bien d'accord sur la question. Moi, je le connaissais, mais ce livre-là on m'en avait parlé dans ma famille plusieurs fois. Mais rebelle sans cause. Je me suis dit, ouais, je lirai un jour. Ouais, tu parles un jour, voilà, ça faisait au moins 40 ans qu'on m'en a parlé. J'ai mis 40 ans pour le lire. Enfin, pas 40 parce que, moi, mais bon, bien 35 ans pour le lire. Ça s'appelle La Frontière. Alors, on est aux alentours de la guerre franco-prussienne en 1870. On est donc dans une frontière. Et c'est un jeune homme qui s'appelle Philippe, qui est une tête à claque. C'est l'anti-héros par excellence, ce type. J'ai eu juste envie de le taper tout le long du roman. Voilà, il va tomber amoureux d'une espèce d'ingénu qui n'est pas tant que ça, qui s'appelle Suzanne. Alors, ça semble mal parti. Moi, je le trouve lâche, falot. Qu'est-ce qu'on peut lui trouver comme comme grand? Il n'a pas de cran. C'est l'espace d'une nuit dans ce contexte un peu bizarre de 1870, etc. Et, vraiment, il y a cette espèce d'atmosphère, etc. Mais lui, vraiment, mais quel
j'avais juste envie de le trucider, ce Philippe. Vraiment, vous voyez, pour vous dire que j'ai gardé le personnage, parce que j'avais juste envie de ah ben non, je l'aurais flingué, moi. Mais simplement, Maurice Leblanc a inventé quelque chose, à l'époque où il a sorti le roman, donc La Frontière, je rappelle, c'était aux éditions de l'Aube, je crois. Je crois. Oui, édition de l'Aube. Je revois la couverture avec le. Ah oui, édition de l'Aube. Et bah, je l'ai mis là, la couverture. Oui, non, mais quand j'enregistre, je n'ai pas la couverture. Donc oui, vous voyez, c'est un soldat de dos, enfin trois quarts d'eau, machin. Euh, il a inventé assez bizarrement, parce qu'en fait, euh, il a inventé ce moment-là, et en fait, ça s'est presque reproduit dans la vraie vie des années après. Voilà. Mais vraiment, c'est un roman qui m'avait alors bouleversé. C'est un peu rocambolesque comme histoire, c'est un peu rocambolesque, un peu irréel. Mais il y a cette plume, il y a un personnage que vous détestez, mais que vous voulez, dont vous voulez savoir la finalité, etc. Vraiment, La Frontière, ça m'avait beaucoup, beaucoup ému, contrairement à ce crétin de Philippe. Mais vraiment un très joli roman. Très 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 joli. Alors après, oh putain, je vois pas ce que j'ai écrit. Oh, j'ai mal écrit. Oh, c'est mon chéri. Ah oui, oui, j'ai fait un cœur. Oui. Je comprends, je sais ce que c'est. La fille qui fait un cœur avec écrit MH. Faut que ça arrive jusqu'au cerveau quand même, hein. Alors celui-là, c'est comme celui de Anne Labbé. Il faut absolument que vous le lisiez. Si vous devez en lire que deux, le deuxième, c'est celui-là. C'est Ce cœur qui a hissé la guerre de Michel Hortaux. C'était sorti chez Albin Michel. Pareil, il devait faire que 24 € et des poussières. Si vous le trouvez à plus, c'est du vol. Pas belle. Et en plus, je crois que celui-là, si j'ai bien regardé, bien avant que quand j'ai eu l'idée, j'avais regardé. Je crois qu'on le trouve pour rien. Je crois que pour 5 €, vous pouvez le trouver 5-6 €, même peut-être moins. Je crois que les frais de port sont peut-être des fois plus chers que le bouquin. Mais lisez-le. En fait, on est avec un. Oh, comment je peux dire ça? Oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir. Alors, on est avec Anton, en fait, qui est un jeune homme qui, euh, comment je vais pouvoir ça? C'est un jeune homme qui est en fait un artiste euh, qui, euh, qui est un fan de Jules Verne et bah, il est allemand, mais il n'y a pas plus. Lui, sa vie, c'est ça, c'est l'imagination, c'est les aventures, Jules Verne, enfin bref, comme tous les crétins qui aiment Jules Verne. Et en fait, bon, le nazisme arrive et il est forcément, oui, parce que vu son âge, forcément enrôlé dans la Wehrmacht, etc. Et donc, d'une manière assez romancée, mais avec une plume, mais d'une force et d'une émotion assez incroyable, il raconte le parcours de ce jeune homme. Et c'est véritablement un livre qui était hyper poignant parce que euh, lui qui n'aime pas la guerre, qui est contre le système, il va devoir faire des choses qui sont contre lui. Et face aux monstres et aux rouleaux compresseurs nazis, c'est très compliqué. Et en fait, dans le livre, l'auteur explique ça. C'est-à-dire qu'elle explique que pas tout le monde a la trempe d'un héros, pas tout le monde a la trempe d'un résistant, pas tout le monde a la trempe de devoir se dresser sur les barricades, qu'il y a des gens qui n'ont pas bah, protestent mollement à leur niveau. Ils vont faire peut-être, je sais pas, faire un petit truc de rien du tout qui pour eux leur semble énorme, mais qui noyé dans la masse ne sert à rien, mais qui pour eux est un exercice de résistance. Il y en a certains qui résistent pas, qui se disent bah non, non, je risque pas ma vie pour ça, et d'autres qui vont être destinés à des gestes plus héroïques, même si à la base ils étaient peut-être pas faits pour ça non plus. Et c'est pareil, enfin, moi c'est quelque chose qui me touche parce que très souvent il y a des gens qui me disaient, quand on parle d'histoire, etc., et notamment Première et Seconde Guerre mondiale, il y a des gens, et notamment actuellement avec ce qui se passe dans certains pays, ils me disent ouais, moi j'aurais résisté, je me serais dressé. Non, tu fermes ta gueule, tu te dresseras pas. Personne ne sait. Voilà, personne ne sait
à l'instant M ce que vous allez faire. Parce que si vous devez perdre votre famille, votre vie, vos enfants si vous en avez, votre réputation, si vous allez croupir pendant des années, voire pas des années, peut-être des mois, parce que en gros, au bout d'un moment, quick, hein, dans les geôles, où on va vous torturer, où on va, les pires tortures que peuvent faire des tortionnaires, inutile de vous dire qu'ils ont beaucoup d'imagination, ces enfoirés, vous pouvez pas dire ça. Voilà, comme ce qui se passe actuellement, moi j'ai des gens qui m'ont dit plusieurs fois: «Mais pourquoi les Américains ne résistent pas?» Le peuple américain, parce que pas tout le monde a une trempe de héros. Pas tout le monde devant les armes, devant la répression, devant la peur, de perdre son boulot, de perdre sa vie, de perdre sa maison, de se retrouver dans une voiture toute pourrie au fin fond d'un parking. Enfin, je veux dire, quand vous voyez qu'aux États-Unis, il y a des gens qui ont 2, 3 jobs pour s'en sortir parce qu'ils n'y arrivent pas, et que leurs pensions sont indexées sur la bourse et que si elles se cassent la gueule, ils n'ont plus rien, il faut avoir, excusez-moi du terme très vulgaire, de pouvoir se dresser. Alors le courage, si vous voulez, peut être plus moins familial, mais à ce niveau-là, c'est ça. Et là, il explique par rapport à ce personnage-là que pas tout le monde a la trempe de résister, pas tout le monde a le courage d'y aller, heu, pas tout le monde peut, être un héros. Voilà, pas tout le monde a la trempe d'un héros. La chanson de Balavoine me revient dans la tête: «Je ne suis pas un héros», bah, c'est la vérité, c'est parce que vous ne savez pas au moment où ça se passe. Et si vous regardez, si vous écoutez les témoignages des anciens résistants, quelles que soient les guerres et quelles que soient les périodes, ils vous disent tous la même chose. Ils n'étaient pas destinés à faire ça. Ils se sont retrouvés face à quelque chose qui les a révoltés. Ils savaient qu'ils risquaient leur vie, mais ils ont pris la décision. Et il y a des gens qui ont été révoltés, mais qui n'ont pas pris la décision d'y aller. Euh, et je me rappelle d'un jour, il y avait une résistante qui était intervenue à l'école et qui nous avait dit qu'elle était la plus frêle du groupe, qu'elle était celle qui avait le plus peur, qui se faisait limite pipi dessus à chaque fois qu'il devait faire une petite action. En fait, il tractait. Voilà, il collait des trucs dans les rues, ce qui était déjà dramatique si vous vous faisiez choper par la Gestapo et par nos amis allemands. Bon, enfin, nazis. Mais voilà, mais c'était juste des tracts collés sur des murs. Donc déjà, là, elle avait la trouille, pour vous dire. Et elle avait des camarades, elle expliquait qu'elle avait des camarades qui étaient des grands costauds, d'autres femmes qui étaient des femmes fortes, puissantes, qui avaient peur de rien, qui d'ailleurs étaient les premières à coller en hauteur au risque de se faire voir. Et elle était en bas, elle tenait la colle, hein. Limite, elle disait j'étais la petite souris en bas à droite, limite si je me mettais pas en gris pour coller au trottoir. Et en fait, elle a dit qu'ils se sont un jour, ils se sont fait arrêter et évidemment, ils sont arrivés dans les geôles de la Gestapo, et ils se sont tous fait torturer parce qu'ils voulaient la tête du réseau, évidemment. Ils aimaient bien que les sous-fifres, rien carré. Et elle disait qu'ils sont tous passés à la torture, l'un après l'autre. Alors au début, c'est des petites choses, des menaces, de la peur viscérale, mais pas des tortures physiques. Et elle disait, elle-même, elle disait: «Je serai jamais capable de tenir, je vais pas y arriver», et donc elle s'était résolue à l'idée de se tuer. C'est-à-dire qu'elle voulait elle disait qu'il y avait, en mont de ils étaient les geôles étaient en bas, enfin les trucs de torture étaient en bas, il y avait un très grand escalier en pierre, mais pentu, et elle nous avait dit: «Je m'étais dit: quand c'est des menaces physiques, enfin morales, je peux tenir, mais pas plus.» Et elle avait peur que, voilà, parce qu'elle avait su que, par exemple, ils avaient fait venir la femme d'un, quelqu'un qui était en train de se faire interroger, et qu'ils avaient torturé sa femme devant lui, quitte à la violer devant lui. Donc il faut savoir si vous arrivez à tenir ou pas. Enfin, je veux dire, si le fait de dénoncer votre réseau et de ne pas dénoncer votre réseau est plus important, malheureusement, que la vie de la personne que vous aimez. Voilà. Et elle disait: «Ça, je ne pourrais pas.» Donc elle avait décidé de se jeter véritablement dans les escaliers pour se tuer. En disant: De toute façon, c'est en pierre, je vais m'exploser la gueule et je meurs et c'est terminé.» Et en fait, elle nous a expliqué que elle n'a pas pu se jeter parce qu'il la tenait et que de son groupe, c'est la seule qui n'a pas parlé. Voilà. Et elle a dit: «Pourtant, j'ai été torturée comme les autres.» Mais en fait, elle s'est trouvée une force intérieure qui
qui l'a fait sortir, comme elle a dit, de son corps et qui lui a fait dire: «Non, jamais de la vie, je vais te laisser le plaisir de m'estorquer quelque chose». Et alors qu'elle disait qu'elle était la plus fragile et la plus craintive, etc. Donc c'est un livre qui est Ce cœur qui a haïssé la guerre de Michel Heurtaud. Il y a un souffle romanesque dans ce truc, il y a une addiction, dès que vous le commencez, c'est une pavasse, hein, il fait presque 800 pages. Dès que vous le commencez, vous voulez qu'une seule chose, c'est finir. Euh, Si vous le trouvez, lisez-le. Voilà. Non mais moi je vous le dis, lisez-le. Je vous en ai recommandé 2 en mode, si vous les lisez pas, je vous tape. Ou je vous parle plus. Jusqu'à la prochaine fois. Voilà, donc mais vraiment, très très beau. L'avant-dernier, c'est La vie de Merlin de Mathilde de Montségur. Alors, La vie de Merlin, c'est un livre qui est comme si c'était un parchemin avec des enluminures. Alors, c'est faux, hein, c'est des trucs, voilà, elle a fait sûrement les dessins. Le texte est manuscrit, avec l'écriture de l'époque, vous savez, comme si c'était un manuscrit du Moyen-Âge, avec des enluminures, etc. Bon, voilà, c'est du papier, hein, voilà. Mais c'est très joli, et évidemment, c'est La vie de Merlin. Ah oui, non, mais à un moment donné, la table ronde, le Graal, c'est ma came, hein, ça, on est au courant. Et puis, alors oui, mais moi, ça va de la vraie légende arthurienne à Camelot, en passant par les Monty Python quand même. Oh, mais on ratisse l'heure chez Lisa. Voilà, donc, y compris la vie de Merlin. Texte, la vraie vie de Merlin, avec un très joli texte, des très belles illustrations, des très belles enluminures, des très belles images, comme si c'était effectivement un vrai parchemin du Moyen-Âge qu'elle avait offert. En fait, c'est elle qui l'a fait. C'est vraiment un texte calligraphié, les dessins sont beaux, les illustrations sont belles. C'est vraiment, vous tournez les pages avec des étoiles plein les yeux et avec la volonté d'embrasser Merlin toutes les 2 secondes chrono. Voilà. Donc ça s'appelle La vie de Merlin de Mathilde Montségur. Et j'ai écrit sur le dernier, parce qu'il y a plein d'auteurs, alors je les ai tous détaillés pour pas les perdre, parce que je vous rappelais des 2 premiers, mais après il y avait du mal. Alors, et le dernier c'est une BD. Et alors la BD, ah il faut y aller. Ah oui, alors, yeux chastes, il y a 2-3 scènes olé olé, hein. Voire très très olé olé quand même. Mais bon, ah écoutez, merde à la fin. Oh, ça va, vous êtes pas sortis non plus, vous avez pas 2 ans, vous avez déjà eu le loup quand même. Je pense. Bon, alors, ça vous choquera pas. Alors, ça s'appelle La Bande à Bono. Vous voyez le j'adore. Rien que de toute façon, rien que la couverture, vous avez à peu près compris le truc. Alors, La Bande à Bono, sous-titré Les Illégalistes, c'est donc de Morvan, Pierce, Vogel, et c'était le dernier que j'avais du mal, et Futaki. C'est aux éditions Glénat aussi. La Bande à Bono, en fait, j'ai adoré cette BD parce qu'en fait, je connaissais La Bande à Bono, à Jules Bono, parce que un de mes grands-pères était admirateur de Bono. Alors Bono, c'est l'ennemi public du début du XXe siècle. À l'époque, les flics étaient encore en vélo. Vous savez, les hirondelles, comme on les appelait. Bono avait une voiture. Les premières voitures, mais les voitures qui allaient à 30 à l'heure. Et 30 à l'heure, c'était des Formule 1 pour l'époque, hein, on est bien d'accord sur la question. Et Bono, c'était un mec assez banal à la base qui va tourner malfrat, qui va tourner bandit, cambrioleur, etc. Il va faire des casses assez sanglants quelquefois, pardon, hein. Et il va être traqué par toutes les polices, etc. Et un jour, bah, Bono va être arrêté. Voilà. Et il y a une chanson, si vous l'avez écoutée, de Joe Dassin, écoutez-la, elle est très drôle, mais elle raconte à peu près Bono, qui s'appelle La Bande à Bono. Et quand j'étais petite, quand mon grand-père disait «Ah, c'est encore la bande à Bono», ça voulait dire que c'était un groupe de garçons ou de filles, ou un groupe de potes qui étaient toujours ensemble, toujours à faire des petites bêtises, des petits machins, c'était la bande à Bono. Voilà. Et moi, j'ai trouvé le texte est top, les bulles sont bonnes, le dessin est beau, c'est tout en espèce de rouge sépia, machin, c'est très très beau. Enfin Jules Bono, et bah, c'est Bono, quoi, c'est le mauvais garçon, mais vous avez juste envie de le suivre au bout du monde. Il est très. Ah, il est spécial dans tous les genres, hein, voilà. Avec sa bonne femme et tout, fait un grand bonheur. Mais vraiment, si c'est romancé, hein,
Alors attention, oui c'est vrai, il faut le signaler, mais les auteurs le disent, il me semble. Alors je suis sûre que les auteurs le disent, mais je ne me souviens plus si c'est au début ou si c'était dans le cahier de fin. Je crois que c'est au début. Mais en tous les cas, bon, c'est romancé, c'est-à-dire que les 3 quarts sont bons et il y a ils ont romancé pour, la BD, on est bien d'accord. Mais si ça vous intéresse, franchement, c'est un Robin, alors pas des bois parce qu'ils ne distribuaient pas des masses, mais franchement, c'est un personnage emblématique en fait de ces anarchistes du début du XXe siècle, euh, qui étaient, oui, comme le titre le dit, les illégalistes, c'est-à-dire ils dénonçaient le système, vraiment les anarchistes quoi. Mais alors Jules Bonneau, il a été le héros entre guillemets, bien ou pas bien, mais en tous les cas, il a fasciné des gens, des personnes entières, y compris les flics, les gendarmes ou les policiers qui le traquaient. Et lui, il avait sa voiture. Voilà, donc un jour, il s'est rangé, mais bon, pas trop longtemps. Voilà, et donc après, quick. Voilà. Donc la bande à Bono. Les idéalistes, donc Morvan, Pierce, Vogel et Futaki. Voilà, c'est chez Glénat, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc voilà, ça c'était mes recommandations pour 2018. Il y aura les recommandations de 2019 en juin et après on fera 20 et 21 au mois de septembre tranquille et au mois d'octobre tranquillo. Ça vous donnera l'occasion de peut-être en lire avant de ce que je vais vous recommander. Écoutez, moi je vous ai dit les deux qui étaient absolument mes chéris absolus que je vous recommande 53 fois. Il y en a un qui est plus difficile à trouver que d'autres, mais on peut le trouver. Mais lisez ce cœur qui a hissé la guerre, c'est vraiment une pure merveille. Mais il date et je l'ai très peu vu passer. J'avais discuté d'ailleurs avec une attachée de presse d'Albin Michel sur un salon du livre à Paris. Et je lui avais dit que j'avais adoré ce livre-là. Je crois que le dernier salon du livre que j'ai fait avant le confinement, donc 2019. Et elle m'avait dit, oh, mais alors là, franchement, on n'a pas, enfin, il a eu du succès, mais pas dans certaines sphères, quoi. Et donc, je lui dis, ah non, mais c'est ma partie en histoire, donc du coup, moi, dès que ça se passe, je saute dessus. Voilà. Donc, j'espère qu'il y en a certains qui vous ont attiré, peut-être que les BD, hein. Voilà, et que peut-être que vous allez. Alors, il y a quelqu'un qui m'a fait un très beau. Je me rassois parce qu'il y avait Chouchou derrière moi, et maintenant je peux me rasseoir enfin correctement sur la chaise. Il y a quelqu'un qui m'a fait un très beau compliment la dernière fois qui m'a dit: «Je suis allée à la vidéothèque avec une imprime écran de la couverture du livre et je leur ai demandé s'ils pouvaient le commander». Et la personne m'a dit: «Oui, j'avais longtemps entendu parler de ce livre-là» et elle dit: «Oui, mais en fait, il y a quelqu'un qui a dit que c'était vachement bien et cetera» et donc ils ont commandé le livre. Voilà et depuis, il est toujours dehors. Voilà. Donc je suis contente. Content Lisa, content Lisa, content Lisa. Voilà, content. Il en faut pas beaucoup Lisa pour être contente, hein. Voilà. Donc ça c'était 2018, j'espère que ça vous a plu. J'ai mis toutes les photos là. À la fin, après ma tronche, sur la musique, je vais mettre toutes les couvertures, comme ça vous aurez peut-être le temps de faire un imprime écran, enfin une capture d'écran pour les avoir, s'il y a des choses qui vous intéressent. N'hésitez pas, je vais essayer. Alors, vous savez, les vieux, hein, c'est pas toujours aisé. Je vais essayer sur mon blog, donc je vais essayer d'y penser. Ça me fatigue. De vous mettre le lien sur mes chroniques écrites. Sinon, vous emmerdez pas, sur Babelio, j'ai mis toutes mes chroniques. Donc elles y sont toutes. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez absolument pas à aller voir mes chroniques. Ça me ferait plaisir que vous soyez sur le blog, hein, parce que histoire que vous laissiez des commentaires sur le blog et tout. Mais voilà, si vous voulez aller les voir ailleurs, il n'y a pas de raison. Et franchement, c'était une bonne année. Il y en a eu d'autres, hein, et j'aurais pu vous en donner d'autres, mais ceux-là, c'était vraiment les prépondérants. Voilà, mois prochain, 2019. Attention, il y a une excitation sur une trilogie suédoise. Je dis ça, je dis rien. Oh mon Dieu. Bon bref, soyez sages. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Courage. Dites-moi dans les commentaires quels sont les forces et honneurs, comme diraient mes potes. Oui, ils en sont réduits à citer maximum. On en est réduit à regarder Gladiator en boucle désormais. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a certains que vous aviez sûrement déjà lus. Je pense La Zone d'Anomalie,
La Frontière a dû être lu assez régulièrement, je pense. Mais dites-moi si vous en avez lu, lesquels, si qui vous ont aimé ou pas. Peut-être que vous allez dire: «Ah, c'est de la merde ce truc». Voilà, et ceux qui vous attirent vraiment le plus. Voilà. Pas parce que je vous ai dit que c'était des bombes atomiques, juste parce que vous vous êtes dit: «Non, d'après ce que toi tu dis, moi ça va m'intéresser». Allez, d'ici là, je sais pas où il est. Ah bah, il est sur son homard. Ah, il a un homard. Il me le traîne de partout, homard, il a 2 antennes, il me le traîne de partout, ce truc est dégueulasse. Je le lave régulièrement, il est pourritos. En plus, il aime pas que je le lave parce que ça pue son odeur. Bah, tu m'étonnes, ça a l'odeur de la crasse de Hugs, tu m'étonnes. Bon bref, je le laisse avec son bar. Bisous, ciao.